L'anesthésie ne s'était pas encore complètement dissipée quand j'ai lu son texto. J'étais encore assise dans le fauteuil de la salle de réveil du centre de chirurgie ambulatoire de Northwestern, vêtue d'une fine blouse d'hôpital en coton et portant un brassard de tensiomètre qu'il n'avait pas encore retiré. Ma bouche avait le goût de l'intérieur d'un gant en caoutchouc. Le bas de mon abdomen était endolori de cette manière profonde et tiraillante dont le chirurgien m'avait prévenu. Le genre de douleur qui vous rappelle que votre corps vient de traverser quelque chose de réel. Autour de moi, d'autres patients étaient aidés par leurs proches, un mari examinant le coude de sa femme, une mère tenant le manteau de sa fille ouvert comme une aile. Je fixais mon téléphone. Je ne peux pas venir. Un appel client a duré plus longtemps que prévu. Prends juste un Uber. Je serai à la maison pour le dîner. Cédric avait promis. Il s'était assis en face de moi au petit déjeuner ce matin-là, sa tasse de café entre ses deux mains, et avait promis, je serai là à 14h, Thérèse. Je ne vais pas manquer ça. Il m'avait même embrassé sur le front en partant, comme il le faisait autrefois, des années auparavant, avant que la distance entre nous ne devienne quelque chose que j'avais appris à ne plus mesurer. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatigué, trop drogué, trop endolori pour pleurer. J'ai simplement ouvert Lyft et entré notre adresse. Le chauffeur n'a rien dit de tout le trajet. J'étais assise sur la banquette arrière, mes papiers de sortie sur les genoux et mon manteau plié sur mon ventre comme un bouclier, regardant la silhouette de Chicago en novembre défiler par la fenêtre. Lorsque nous sommes arrivés dans notre rue à Lincoln Square, j'ai cru voir l'escalade noire de Cédric garée 2 rues plus loin, mais je me suis dit que j'imaginais des choses. C'est l'effet de l'anesthésie. À l'intérieur de la maison, tout était exactement là où je l'avais laissé ce matin. Calme. Propre. La faible odeur de la bougie à la vanille que j'avais allumée avant notre départ pour l'hôpital. J'ai réussi à monter les escaliers, en me tenant à la rampe des 2 mains, et je me suis laissé tomber sur le lit. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Sur la table de chevet de Cédric, caché derrière son coffret à montre, se trouvait un petit flacon de médicaments orange que je ne reconnaissais pas. L'étiquette me tournait le dos. J'ai tendu le bras, toujours lentement, et je l'ai retourné. Vitamine prénatale, 1 fois par jour. Corinne Walsh, a renouvelé avant le 14 décembre. Je l'ai reposé. Ma main était très stable. Je me souviens d'avoir été surprise par cela, par la stabilité de ma main. Je me suis allongé sur l'oreiller et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Corinne Walsh était l'adjointe de direction de Cédric. Elle travaillait pour l'entreprise depuis 14 mois. Je l'avais rencontrée une seule fois, à la fête d'été du cabinet, où elle avait ri un peu trop fort à tout ce que disait Cédric et portait une robe que j'avais classée dans un coin de ma tête sans admettre pleinement pourquoi. Elle avait 26 ans. Cédric en avait 39. J'ai 35 ans. J'étais sa femme depuis 6 ans, et je venais de subir une opération, une intervention laparoscopique pour traiter l'endométriose qui avait discrètement anéanti toute chance pour nous de tomber enceinte, ce qui, Cédric me l'avait dit plus d'une fois, était la seule chose qui manquait à notre vie. Il gardait les vitamines prénatales de sa maîtresse sur notre table de chevet. J'ai fermé les yeux. Ce soir-là, Cédric n'est pas rentré pour le dîner. Il a textoté, l'affaire a mal tourné. Je reste en ville. Ne m'attends pas, j'ai répondu par un unique pouce levé, j'ai pris un demi-Tylenol nuit et j'ai laissé le médicament faire le reste. Il a appelé 2 fois au cours des 2 jours suivants. Des appels brefs. Comment te sens-tu? Est-ce que tu manges? As-tu besoin de quelque chose? Les questions d'un homme jouant la comédie de l'inquiétude pour un public imaginaire. J'ai répondu par de doux monosyllabes. Bien. Oui. Non. Il semblait satisfait. Au 3e jour, j'avais complètement cessé de répondre. Je me disais que c'était la fatigue post-opératoire, la fièvre qui avait grimpé le 2e jour, le fait que même aller aux toilettes ressemblait à une expédition. Mais la vérité était plus simple. J'avais besoin de réfléchir. Et je ne pouvais pas réfléchir clairement quand j'entendais sa voix. Ma meilleure amie, Amélie, est arrivée le 4e jour sans que je le lui demande. Elle est entrée avec le double des clés que je lui avais données il y a 3 ans, a monté les escaliers et s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la chambre, tenant un récipient de sa soupe de tortilla au poulet faite maison et arborant une expression sur son visage qui m'a serré la poitrine. Tu m'as appelé une fois, puis silence radio, a-t-elle dit. Je m'en doutais.
Elle n'a pas posé de questions sur Cédric. Elle a juste posé la soupe sur la commode, s'est assise à côté de moi sur le lit et m'a tenu la main pendant que je lui parlais du flacon de médicaments. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'était tout Amélie. Toujours, nous. Je ne sais pas encore, ai-je dit, mais j'ai besoin de plus d'éléments avant d'agir. Elle a hoché la tête. Alors nous en trouverons plus. Voici ce qu'il faut savoir quand on est la contrôleuse financière d'une société de promotion immobilière, on voit tout. La paie, les comptes fournisseurs, les factures des sous-traitants, les virements bancaires, les immatriculations de sociétés. J'avais passé 6 ans à organiser la vie financière de Cédric. D'abord en tant que comptable externe de l'entreprise, puis après notre mariage, en interne. Je connaissais chaque numéro de compte, chaque fournisseur, chaque déclaration trimestrielle. Alors, le 5e jour, pendant qu'Amélie lisait assise dans le fauteuil près de la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé dans le système de comptabilité fournisseur de l'entreprise ne m'a pas choqué. Cela m'a dévasté. Comme le font les choses que l'on sait déjà mais que l'on ne s'est pas autorisé à regarder en face. Il y avait une société immatriculée dans l'Illinois il y a 8 mois, Walsh Creative Consulting LLC. L'unique agent agréé était Corinne Walsh. Notre entreprise payait à Walsh Creative Consulting $14 500 par mois pour des services de marketing et de stratégie de marque. J'ai cherché dans nos dossiers fournisseurs. Aucun livrable, aucun contrat, aucune facture avec des postes détaillés, juste des virements bancaires mois après mois, acheminés via un compte professionnel qui n'existait que pour détourner l'argent de notre entreprise dans la poche de Corinne Walsh. En 8 mois, $116 000. J'ai continué à cliquer. 3 mois plus tôt, un achat immobilier avait été effectué par le biais de la branche d'investissement de l'entreprise, un appartement d'une chambre en copropriété à Lincoln Park, répertorié sous une société holding appelée Greystone Property of Illinois. J'ai fait une vérification croisée du numéro d'identification. L'agent agréé de Greystone était le même cabinet d'avocats que Cédric utilisait pour la planification de sa succession personnelle. Le prix d'achat était de $790 000. Je suis resté un moment à contempler ce chiffre. Puis j'ai trouvé l'assurance maladie, une police secondaire que Cédric avait ajoutée par l'intermédiaire du courtier de l'entreprise il y a 6 mois, répertoriant une personne à charge supplémentaire sous le statut de partenariat domestique. Le nom, Corinne Walsh. Il lui avait donné une assurance maladie par le biais de notre entreprise commune, celle que je co-gérais, celle qui portait mon nom. J'ai fermé l'ordinateur portable et l'ai posé sur la table de chevet, à côté du flacon de vitamine prénatale vide, que je n'avais pas jeté. Amélie, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son livre. J'ai besoin du nom du meilleur avocat en divorce de Chicago. Elle n'a pas scié. Je t'aurai 3 noms dans 20 minutes. Le 8e jour, Cédric a appelé Rosa. Rosa nettoyait notre maison 2 fois par semaine depuis 4 ans. Elle était méthodique et silencieuse, et elle m'avait apporté de la soupe 2 fois pendant ma convalescence sans que je le lui demande. Quand son nom est apparu sur mon téléphone ce soir-là, j'ai répondu immédiatement. Madame Thérèse. Sa voix était prudente. Je viens de raccrocher avec Monsieur Cédric. Il a dit que vous ne répondiez pas à ses textos. Il demandait si quelque chose n'allait pas à la maison. J'ai attendu. Je lui ai dit, a poursuivi Rosa, je lui ai dit que vous étiez alité depuis que vous étiez rentré seul de votre opération il y a 8 jours. Que votre fièvre venait de tomber hier. Que j'avais pris de vos nouvelles parce que personne d'autre ne le faisait. Elle a fait une pause. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, elle a été opérée, comme s'il avait complètement oublié, comme si le mot était nouveau pour lui. J'ai fermé les yeux. Il avait l'air effrayé, a dit doucement Rosa. Madame Thérèse, je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème. Vous n'avez rien causé, Rosa. Vous avez dit la vérité. C'est tout. Cédric est arrivé à la maison 40 minutes plus tard. Il a monté les escaliers 4 à 4, a poussé la porte de la chambre et s'est tenu là, dans son par-dessus, son visage exprimant quelque chose de compliqué, la culpabilité et le calcul se livrant une course derrière ses yeux. Il tenait un sac d'Italie, de la soupe de luxe, une baguette, l'apologie de l'épicerie fine. Thérèse. Sa voix est sortie rauque. Tu n'as pas demandé, ai-je dit.
Il s'est approché. Il s'est assis sur le bord du lit et a pris ma main, et je l'ai laissé faire parce que j'avais besoin qu'il croie que j'étais la même femme qu'il avait laissée seule dans un centre chirurgical 8 jours plus tôt. J'ai été débordé, a-t-il dit. Le projet d'Evanston est tombé à l'eau, et j'ai pratiquement vécu à l'hôtel. J'aurais dû prendre de tes nouvelles plus souvent. Je suis désolé. Les chambres d'hôtel, ai-je répété. Le Marriott sur Michigan Avenue. Tu sais comment c'est avec les clôtures de dossier. J'ai hoché la tête lentement. Il a observé mon visage, cherchant quelque chose. Il a semblé trouver ce qu'il cherchait, ou ne pas trouver ce qu'il craignait, et ses épaules se sont affaissées d'1 centimètre. Je vais faire mieux, a-t-il dit. Je serai plus souvent à la maison, je le promets. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé et j'ai pensé, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. L'avocate qu'Amélie m'a trouvée s'appelait Hélène. Elle avait un bureau au 3e étage sur North Wacker Drive, un mur de dossiers, et l'énergie posée de quelqu'un qui avait vu toutes les sortes de désastres matrimoniaux et n'était jamais surprise par rien. Elle a écouté tout ce que j'avais, le flacon de médicaments, les paiements frauduleux aux fournisseurs, l'appartement de Lincoln Park, l'assurance maladie, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. La dissipation d'actifs à elle seule est significative, a-t-elle dit. Dissimuler des biens matrimoniaux par des transactions commerciales frauduleuses est quelque chose que les tribunaux de l'Illinois prennent au sérieux. Mais si vous agissez maintenant, il saura que vous l'observez. Il agira plus vite que nous ne le pourrons. Elle a croisé les doigts. Il nous faut un catalyseur. De quel genre? Elle a tourné son bloc-notes vers moi. Son entreprise organise son dîner annuel des investisseurs dans 3 semaines. L'hôtel Langham. Les principaux actionnaires, les membres du conseil d'administration, les contacts presse. Un forum public. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes toujours la contrôleuse financière en titre? Jusqu'à ce qu'il me licencie, ce qu'il n'a pas fait. Alors vous avez toujours un accès complet au système de l'entreprise. Un accès complet, ai-je dit. Hélène a souri pour la première fois. C'était un sourire petit et précis. Alors nous utiliserons le dîner. Je suis rentré à la maison et j'ai joué le rôle si parfaitement que j'ai presque réussi à me convaincre moi-même. Je préparais le café de Cédric le matin. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je riais au bon moment devant des plats à emporter sur le canapé, en le regardant regarder le football, en pensant, chaque minute que tu passes ici, à l'aise, est une minute que je consacre à monter le dossier qui te détruira. Un soir, il a posé une enveloppe ivoire sur le comptoir de la cuisine. Le dîner annuel des investisseurs du groupe Weston, tenue de soirée. Il a fait ça nonchalamment, appuyé contre le réfrigérateur, mais ses yeux me jaugeaient tout le temps. Je sais que ta convalescence a été lente, a-t-il dit, mais ça signifierait vraiment beaucoup pour moi si tu venais. Les investisseurs font plus confiance au côté financier quand tu es dans la pièce. Tu sais comment ils sont. Voilà. Il avait besoin de moi pour la galerie, l'épouse respectable qui tenait les comptes propres, la preuve vivante que tout allait bien. Bien sûr, ai-je dit. Je trouverai quelque chose à me mettre. Il a eu l'air si soulagé que c'en était presque drôle. Ce que je n'ai pas dit à Cédric, c'est que 2 jours plus tôt, j'avais reçu un appel de quelqu'un d'inattendu. Il s'appelait Étienne, le jeune demi-frère de Cédric, avec qui il était en froid depuis la mort de leur père 5 ans auparavant, quand Cédric l'avait déshérité en contestant un codicile séparé dans le testament de leur père. La voix d'Étienne au téléphone était mesurée. Il a dit qu'il avait entendu par des contacts mutuels que les choses à l'entreprise étaient devenues inhabituelles. Il a dit qu'il avait des documents. Il a dit qu'il pensait que nous pourrions avoir quelque chose à nous offrir mutuellement. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Wicker Park, loin des circuits habituels de Cédric. Étienne avait 32 ans, plus calme que ce à quoi je m'attendais, avec cette sorte de calme que l'on développe quand on a été gravement lésé et qu'on a décidé d'être patient. Il a poussé un dossier sur la table. Je suis les finances de l'entreprise depuis 3 ans, a-t-il dit. Pas de manière obsessionnelle, stratégiquement. Notre père m'a laissé 15% du capital fondateur dans un document que Cédric n'a jamais divulgué au tribunal des successions. J'ai monté le dossier juridique, mais les avocats de Cédric sont bons. Sans un récit public fort, l'affaire reste enterrée. J'ai ouvert le dossier. Des relevés bancaires que je n'avais pas vus, des transactions plus anciennes datant de 4 ans,
des paiements à au moins 2 autres sociétés avant l'apparition de celle de Corinne. Une femme nommée Brielle qui avait reçu 60 000 $ en honoraires de consultation, avant de disparaître des registres. Un schéma si constant qu'il avait son propre rythme. Il fait ça depuis le début de notre mariage, ai-je dit. Plus longtemps que ça, a dit Étienne. Je suis resté assise avec cette information un moment. Puis j'ai fermé le dossier. Vous devez savoir, ai-je dit, que je prévois d'exposer la fraude lors du dîner des investisseurs. J'ai accès au système audiovisuel. J'ai une avocate. J'ai des documents. Étienne m'a étudié attentivement. De quoi avez-vous besoin de ma part? De tout ce que vous avez que je n'ai pas, et de quelqu'un qui peut entrer dans cette pièce sans éveiller les soupçons. Il a hoché la tête une fois. Entendu. Le soir du dîner des investisseurs, je portais une robe bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour cette soirée. Rien de dramatique. Des lignes épurées. Les cheveux attachés. J'avais l'air d'une femme qui avait tout sous contrôle, ce qui, pour la première fois depuis des mois, était réellement le cas. Cédric m'a tenu le bras alors que nous entrions dans la salle de bal du Langham. Il m'a présenté à 3 membres différents du conseil d'administration dans les 10 premières minutes, me guidant par le coude, disant à chaque fois, vous connaissez tous Thérèse. C'est elle qui fait vraiment tourner la boutique. Et tout le monde a ri chaleureusement, et j'ai souri du sourire que j'avais répété. Corinne était là. Elle portait une robe portefeuille rouge foncé, et sa grossesse commençait à se voir. Elle se tenait à distance de Cédric à travers la pièce, mais ses yeux le suivaient constamment. Quand son regard s'est posé sur moi, elle a souri. Le sourire particulier de quelqu'un qui croit savoir quelque chose que vous ignorez. Elle avait mal calculé. Au milieu de la soirée, pendant la pause entre le dîner et le dessert, le maître de cérémonie a invité Cédric sur le podium pour la présentation de l'entreprise. Cédric a redressé sa veste et a monté les 2 marches menant à la scène. Et pendant qu'il s'installait devant le microphone, j'ai marché tranquillement jusqu'à la cabine audiovisuelle dans le coin arrière de la salle. Le technicien, un homme nommé Pierre que j'avais personnellement engagé pour cet événement et avec qui j'avais parlé 3 jours plus tôt, m'a regardé et a fait un petit signe de tête. Cédric était au milieu d'une phrase, quelque chose sur les rendements projetés du développement de North Shore, quand la présentation derrière lui a changé. Ce n'était plus ses diapositives. La première image était une feuille de calcul, propre, clairement étiquetée, Walsh Creative Consulting LLC, virement bancaire du compte d'exploitation du groupe Weston, 14 mois, 116 000 $. L'agent agréé du fournisseur, Corinne Walsh, son adresse personnelle, sa date d'immatriculation de la société. La salle de bal est devenue très silencieuse. Cédric s'est retourné. Son visage, à la lumière de l'écran de projection, a pris la couleur de la vieille craie. La diapositive suivante, l'appartement de Lincoln Park, les documents d'achat, la société holding, la trace écrite le reliant directement à l'autorisation personnelle de Cédric. Puis le certificat d'assurance maladie, sa signature, son nom à elle. J'ai marché lentement du fond de la salle jusqu'au pied de la scène. Je n'ai pas pris le micro. Je n'en avais pas besoin. Je me suis juste tenu là, j'ai levé les yeux vers mon mari, et j'ai dit, assez clairement pour que les 4 tables les plus proches entendent, tu dis toujours aux investisseurs que c'est moi qui fais tourner les choses. J'ai pensé qu'il était enfin temps qu'ils voient ce que je surveillais. Ce qui s'est passé ensuite existe dans ma mémoire comme une séquence de sons. Le grincement d'une chaise que l'on repousse violemment. Le verre de champagne de quelqu'un qui tombe sur le sol et se brise. L'inspiration collective de 200 personnes qui s'attendaient à une diapositive sur les projections du 3e trimestre et qui regardaient maintenant un mariage se décomposer sous leurs yeux. Cédric a dévalé de la scène. Il m'a attrapé le bras, sa poigne était dure, son visage un masque contrôlé dissimulant quelque chose qui avait cessé de l'être. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit, très bas. « Exactement ce que tu penses, ai-je dit. » Il a levé la main. Je ne sais pas s'il l'aurait abattu. Je ne le saurai jamais. Parce qu'Étienne était déjà là, se matérialisant de la foule, attrapant le poignet de Cédric en plein vol. 2 agents de sécurité qu'Hélène avait discrètement arrangés sont apparus de chaque côté avant que Cédric ne puisse réaliser quoi que ce soit. Il a regardé son frère. Quelque chose sur son visage s'est brisé. Pas du remords. Juste la reconnaissance de quelqu'un qui a réalisé que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Au matin,
3 actionnaires majeurs avaient envoyé des avis formels au président du conseil d'administration. L'action de la société a chuté de 11% avant la cloche d'ouverture. Les propres avocats de Cédric ont appelé le bureau d'Hélène pour demander une réunion d'urgence. Puis est venue la partie que je n'avais pas anticipée. 10 jours après le dîner des investisseurs, l'avocat de Corinne a déposé une action en reconnaissance de paternité, exigeant que Cédric reconnaisse l'enfant et lui verse une pension alimentaire. La réponse de Cédric a été d'exiger un test ADN ordonné par le tribunal. Quand les résultats sont revenus, il n'était pas le père. Étienne a expliqué le reste lorsque nous nous sommes revus. Il avait engagé un enquêteur des mois plus tôt qui avait fouillé en profondeur le passé de Corinne. Elle était avec un homme nommé Guillaume depuis près de 4 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université, ne s'étaient jamais vraiment séparés et avaient maintenu la relation pendant tout le temps où elle cultivait Cédric. Le bébé était de Guillaume. Tout avait été délibéré depuis le début, identifier un homme riche, vaniteux et pas particulièrement prudent, se positionner soigneusement, prétendre être enceinte et utiliser cela pour obtenir un règlement suffisamment important pour compter. Elle avait vu exactement qui était Cédric et s'en était servi avec précision. Il s'est fait avoir, ai-je dit. Complètement, a dit Étienne, par quelqu'un qui le comprenait mieux qu'il ne se comprenait lui-même. J'ai tourné ma tasse de café entre mes mains et j'ai pensé au flacon de vitamines prénatales sur la table de chevet. J'ai pensé à la confiance avec laquelle Cédric avait cru ce qu'il voulait croire. « Est-ce que ça va ?» a demandé Étienne. J'y ai réfléchi honnêtement. Je n'ai pas de pitié pour lui, mais je ne ressens pas de joie non plus. Je me sens surtout lucide. C'est probablement le bon sentiment à avoir. La médiation pour le divorce a duré 3 sessions. Confronté à une dissipation d'actifs documentés, au transfert frauduleux, à une réputation professionnelle effondrée et à l'échec spectaculaire du projet de seconde famille qu'il avait si soigneusement construit, Cédric avait très peu d'arguments. Hélène était calme, précise et absolument inflexible. Lorsque l'avocat de Cédric a proposé 30%, elle a souri comme on sourit à un chiffre qui ne mérite pas de réponse sérieuse et a reposé la documentation complète sur la table sans commentaire. L'Illinois divise les biens matrimoniaux de manière équitable, ce qui ne veut pas dire égal. Étant donné ce que Cédric avait dépensé pour dissimuler, détourner de ce qui était censé être notre entreprise commune, cela signifiait 62% pour moi. L'appartement de Lincoln Park, acheté avec des fonds matrimoniaux frauduleusement détournés, a été réintégré dans le patrimoine conjugal. Mes parts dans l'entreprise m'ont été rachetées à leur pleine valeur. Il a gardé la maison d'Evanston qui était dans sa famille avant notre mariage. J'ai gardé tout le reste, y compris mon nom. J'ai vendu notre maison de ville de Chicago en février. Le jour où j'ai remis les clés, je suis resté un moment dans le salon vide et j'ai juste regardé les murs. 6 ans de ma vie s'étaient déroulés dans cet espace. Une partie avait été bonne. J'étais assez honnête pour le reconnaître et assez honnête pour savoir que cela ne changeait rien. Puis je suis sorti. J'ai ouvert mon propre cabinet de conseil financier ce printemps-là. Petit au début, juste moi, une analyste junior nommée Priya avec qui j'avais travaillé des années auparavant, et un bureau aux parois de verre à River North avec vue sur le château d'eau. Étienne a été mon premier client, officiellement, pour le litige successoral qu'il menait concernant les actifs détournés de leur père. Nous travaillions bien ensemble. Il était précis et n'essayait pas de combler le silence inutilement, ce que j'ai toujours trouvé être une qualité profondément sous-estimée chez une personne. Le cabinet a grandi, pas du jour au lendemain, mais régulièrement, comme les choses grandissent quand on y prête vraiment attention. Amélie m'a organisé une fête pour le 6e anniversaire du cabinet dans son appartement avec beaucoup trop de rosé et un gâteau sur lequel était écrit « Regarde-toi réussir » avec un glaçage vert inégal. Je me tenais dans sa cuisine à la fin de la soirée pendant qu'elle lavait des verres et elle a dit « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Tu as dit que tu avais besoin de plus d'éléments avant d'agir. » Je me souviens. Tu as eu raison d'attendre. Je sais. J'ai essuyé un verre et l'ai posé sur l'étagère. Mais je sais aussi que j'ai attendu trop longtemps avant ça. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis plus d'1 an. Je continuais simplement à trouver des raisons de ne pas regarder la réalité en face. Amélie m'a tendu un autre verre. Tout le monde fait ça. Je sais, ai-je dit. C'est ce que je veux dire. Nous le faisons tous. On se concentre tellement sur le fait de bien jouer notre rôle qu'on oublie de se demander si l'arrangement global fonctionne vraiment. J'ai posé le verre.
J'ai passé 6 ans à être utile et j'ai appelé ça de l'amour. Ce ne sont pas les mêmes choses. Elle a fermé le robinet et est restée là, silencieuse un moment. Tu connais la différence maintenant, a-t-elle finalement dit. Cédric a laissé un message vocal des mois après que tout soit finalisé. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir, dépouillée de cette confiance facile qu'il portait comme un second manteau. Il a dit qu'il voulait juste dire qu'il était désolé. Qu'il savait que ça ne changeait rien. Qu'il comprendrait si je ne le rappelais jamais. Je l'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas rappelé. Pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire. Le compte entre nous était soldé. Le laisser fermer était une forme de pitié en soi pour nous deux. Ce à quoi je pense maintenant, quand j'y pense, ce sont ces 8 jours seuls dans la maison. Malade, silencieuse, avec une légère fièvre, n'ayant rien d'autre à gérer que ce qui était réellement vrai. Il y a quelque chose de clarifiant dans ce genre de quiétude, même quand elle vous est imposée. Peut-être surtout dans ce cas. Tout le bruit que j'avais généré pour éviter de savoir ce que je savais, l'agenda chargé, les repas soignés, la comédie d'un mariage qui fonctionne. Tout cela s'est tu. Et ce qui restait, c'était juste les faits, exposés clairement, attendant que je les regarde. J'ai 36 ans maintenant. Mon cabinet a 11 clients. Mon nom est sur la porte. Juste mon nom. Celui que j'avais avant d'être la femme de qui que ce soit. Chaque matin, j'entre dans ce bureau et j'allume les lumières moi-même. Et certains jours, ce petit acte anodin me semble encore être la chose la plus vraie que je fasse de toute la journée. Je ne sais pas exactement ce qui va suivre. Mais je suis enfin, après très longtemps, celle qui va le découvrir.